parce que nous allons tenir le pari de mieux vous connaître en quelques 9-10 minutes. Vous, que j'ai qualifié de poète peut-être le plus méconnu du Québec. On peut essayer de converser. Oui. Alors, premier point dans cette conversation, vous me l'avez glissé tout à l'heure, vous arrivez à tout juste, enfin peut-être il y a quelques semaines, d'un court séjour en Italie. Oui, j'ai passé un mois en Italie. J'étais invité à donner des cours sur la littérature québécoise à Turin, à l'université de Turin. Et il y avait aussi mon livre Signaux pour les voyants qui était traduit en italien. Ah bon? Ouais. Par une femme professeure à Milan, Liana Nissim. Et j'ai assisté également à un congrès à Fasano, dans le sud de l'Italie, un congrès sur la littérature canadienne. Les Italiens auraient donc une affection particulière pour, je pense, la poésie québécoise, davantage que le roman, je pense. Oui, ils sont, enfin, c'est assez étonnant, mais il y a des centres d'études de littérature québécoise à Bologne, donc à Turin également, et à Milan. Mm-hmm. Alors, c'est étonnant parce que il y a vraiment des travaux très intéressants qui ont été faits. Il y a plusieurs poètes qui ont été traduits, dont Miron, Giguère, Lapointe et moi-même. Mm. Alors, c'est passionnant, c'est très curieux comme phénomène, mais apparemment, on leur apporte quelque chose de différent. Le sang latin passe d'une main à une autre, si on peut dire. Oui. Gilles, je sais que vous voyagez beaucoup, donc nous parlons d'Italie. Nous allons faire un autre bond, parce que je voudrais dire que la dernière fois, qui était la première fois que je vous rencontrais, c'était il y a plusieurs années, c'était en 79. Vous arriviez de Chine et vous étiez fasciné par la poésie chinoise. Et si j'en parle maintenant, c'est qu'en ouvrant donc votre dernier recueil de poésie, À l'inconnu nu, j'ai bien dit au féminin, j'ai lu un chant d'amour, une espèce de grande méditation aussi sur l'amour, écrit dans une langue simple, directe, concise. Je dirais presque une parole qui est devenue nue ou une parole près du silence, je ne sais pas. Alors, je connais très peu la poésie chinoise, mais je me suis demandé si vous n'aviez pas continué à pratiquer, donc depuis toutes ces années, cette poésie chinoise. J'oserais parler d'une adaptation ici. Oui, enfin, la poésie chinoise me fascine, peut-être parce que c'est une des poésies les plus éloignées, si on veut, de notre façon à nous de concevoir la poésie, aussi par sa concision, évidemment, comme vous venez de le dire. Et j'avais fait, il y a quelques années, une espèce d'exercice, si on peut dire. J'avais écrit 10 poèmes que j'ai appelés 10 poèmes quasi chinois. Qui était paru dans la rue Vestiaire, je crois. C'est ça, oui. Et où j'essayais justement de retrouver ce sens allusif et cette concision de la langue chinoise. Enfin, je ne crois pas que ce soit très réussi. Peut-être que ça l'est plus ici, sans que j'y ai même pensé. Bon, moi, je voudrais donner des exemples que je considère être des réussites. Donc, je vole quelques vers dans ce recueil-là. Quelque part, vous écrivez... Attendez que je m'y retrouve. Le soleil se lève encore, dit-elle. C'est que la terre tourne encore, dit-il. Ou quelque part plus loin, la vie est grise, dit-elle. Montre-moi de la couleur. La vie est noire, dit-il. Montre-moi une lueur. Et d'autre part, ton corps est mon port, ton amour, mon astre. Et là, bien sûr, on plonge directement dans ce grand frisson qu'est votre livre, un grand frisson d'amour. J'ai le nom À l'inconnu nu. C'est un titre magnifique, difficile un peu à comprendre, à entendre à la radio. C'est vrai que c'est une grande méditation sur l'amour, ce livre-là, non? Oui, c'est évidemment, il y a un aspect que j'appellerais érotique, dans un sens aussi sexuel, mais il y a aussi un aspect que j'appellerais textuel, c'est-à-dire qui se rattache à des textes, comme l'érotisme dans ce livre se rattache au monde érotique, c'est-à-dire à tout un monde qui se continue, qui se poursuit, qui est toujours là, présent. Donc c'est Eros contre Thanatos, évidemment, oui. Contre la mort, c'est une lutte contre la mort, si on veut. Mais c'est aussi une recherche du texte pour retrouver les origines de certains textes. Donc pour communiquer avec ceux qui peut-être m'ont inspiré, parce que Éluard disait, le poète c'est celui qui inspire.
et non pas celui qui est inspiré, si on veut. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai fait ces textes très courts et, je l'espère, sans prétention. Oui, toujours très court. Angélino, j'ai calculé l'an prochain, en 86, ça fera 40 ans que vous avez publié votre premier recueil, mais une œuvre qui est peu volumineuse. Vous avez 6 recueils de poésie, dont Signaux pour les voyants, qui regroupe quand même 20 ans de poésie. Mais une œuvre peu volumineuse. Et je me souviens, vous m'aviez dit, j'écris quand j'en sens le besoin ou par nécessité. Et c'est resté un petit peu votre loi, j'ai l'impression, pour votre écriture. Je ne suis pas un poète à plein temps, vous savez. J'écris quand j'en sens le besoin, justement. Mais en plus, enfin, les poètes que j'admire le plus ont en général une œuvre très mince, enfin, qu'il s'agisse de Rimbaud ou de Mallarmé ou de Nerval ou de certains poètes d'ici. En général, les poètes, en tout cas de ma génération, n'avaient pas une œuvre extrêmement volumineuse. Les jeunes écrivent beaucoup plus, ça m'étonne, enfin, ils écrivent sans... Mais moi, je voudrais écrire uniquement les poèmes qui sont peut-être susceptibles de rester ou de se prolonger pendant quelques années, si l'on veut. Alors, autrement, j'ai l'impression qu'on est, enfin, le lecteur est comme perdu dans un monde beaucoup trop vaste et qui n'arrive plus à se retrouver. Dans mon cas, ça fait pas problème parce que enfin, c'est très mince comme œuvre. Mais ça, on peut mesurer ainsi mieux peut-être notre fidélité. Géléno, vous aviez, justement, il y a un texte qui me revient de vous, souvent d'ailleurs quand je rencontre des poètes, vous aviez écrit il y a quelques années toujours un texte qui avait pour titre Écrivain, Écrivains, parce que vous questionnez un peu la place de la poésie dans ce monde, bon, je dirais de consommation, dans ce monde qui est si dispersé. Et c'est une interrogation que vous avez poursuivie aussi, je pense, dans votre écriture. Oui, c'est évident que devant la puissance et la diversité des moyens audiovisuels, on ne peut pas faire autrement, nous qui sommes des silencieux, au fond, que de se poser des questions, et on se demande, est-ce que vraiment c'est la peine de continuer comme ça à écrire en silence des choses que la plupart des gens ou bien ne comprennent pas, ou bien qui n'ont pas de valeur pour eux ou pour elles. Alors, sauf que je me dis, il y a quand même quelque part, dans cette démarche, quelque chose qui fait la part entre la vie et la mort. Et ça, c'est important. Cette belle phrase que vous citez en exergue, que vous empruntez à Philippe Eck, une tendresse qui rature la mort, c'est aussi ça, votre recueil. Justement, oui, oui. Il y a des dessins ainsi qu'une gravure de Léon Bellefleur qui accompagne ces poèmes. Il y a eu une complicité, j'imagine, de deux camarades. Oui, moi, c'est une vieille complicité entre Léon Bellefleur et moi. Je le connais depuis très longtemps. Et je pense qu'on a des idées qui peuvent facilement se rejoindre. La preuve, c'est que les dessins, par exemple, ont été faits sans qu'il ait lu les textes. Mais il y a eu un accompagnement là qui est, à mon avis, très adéquat. Et quant à la gravure, oui, on l'a choisie ensemble et je trouve qu'elle est magnifique. Gélineau, il y a la chaleur d'une voix qui traîne aussi dans votre recueil. Oui, celle de Léonard Cohen, bien sûr.